De retour, effectivement, pour l'expert IMO, justement, tendance du marché, les prix de l'immobilier ne cessent de grimper. Jusqu'où iront-ils? Ils sont toujours plus hauts et quasiment dans toutes les grandes métropoles. Ce refrain, nous l'entendons tous les jours, depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années. Mais qu'en est-il des prix de l'immobilier avec l'inflation qui revient, un pouvoir d'achat, on peut le dire, en berne, qui affecte tous les ménages, quelle que soit leur classe sociale? Décryptage des prix au premier semestre, c'est notre sujet tendance de la Côte IMO, avec toujours Nicolas Pagnier. Bonjour Sylvain. Et nous accueillons ici quelqu'un que je connais bien, parce que je l'ai eu souvent sur les plateaux, qui nous éclaire de ses lumières et de son expertise. Il est notaire à Paris, Thierry Delsal. Bonjour. Bonjour. Alors Thierry Delsal, vous êtes notaire à Paris, vous êtes président de la commission conjoncture immobilière au sein de la Chambre des notaires de Paris. D'ailleurs, vous avez publié une étude extrêmement intéressante sur la région francilienne, y compris Paris, extrêmement intéressante. Et comme c'est l'usage dans la Côte IMO, la première question vous est posée par Nicolas. Bonjour Thierry Delsal, vous allez peut-être pouvoir me rassurer. On a passé une quinzaine de minutes en première partie d'émission où on a expliqué... On n'était pas hyper rassurés. On n'était pas hyper rassurés. Je vous sens chaud bouillant là. Ah oui, bah écoutez, première partie d'émission, on m'a expliqué que globalement, quand on a 30 ans aujourd'hui, en 2022 en France, on n'est pas sûr de pouvoir emprunter si on veut faire une première acquisition, ou en tout cas pas forcément au niveau suffisant vis-à-vis des prix. C'est d'ailleurs la question que je vais vous poser. Qu'on paye son assurance emprunteur un petit peu plus cher, justement, parce qu'on paye pour ceux qui sont peut-être en moins bonne santé plus tard, et que les normes HCSF et la pratique du taux d'usure dans les banques, qui est réglementaire pour le coup, ne va pas améliorer notre pouvoir d'achat à venir quand on est primo-accédant. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'au moins les prix vont baisser pour me permettre d'acheter un appartement plus facilement dans quelques années, Thierry Delsal? Oui, alors faut pas rêver. Faut pas rêver, ça commence bien. Mais où Je vais sortir de cette émission angoissé. À Paris, de France. Non, il y a une pause en ce moment à Paris, donc ça c'est parfait, c'est génial. Depuis 2 ans, la pause est là. Je sais pas si ça va durer. D'accord. Ça c'est bon, peut-être c'est la fin de l'émission. Savoir qu'est-ce qu'on attend comme prix à Paris dans les prochaines années. Mais c'est vrai que là aujourd'hui il y a une pause, ce qui fait que ça fait revenir beaucoup d'acquéreurs. D'accord. Et on est dans des super volumes à Paris, des très bons volumes. Alors qu'on approchait environ 30 000 transactions par an à Paris, ce qui était très très faible. Et généralement, mécaniquement, quand on passe la barre des 30 000, les prix, alors là, ils dévissent. Enfin, ils dévissent. Ils baissent beaucoup. Là, on est vraiment dans de la correction, Donc, je dirais cosmétique, d'accord, mais qui a suffi à faire revenir les investisseurs. Et aujourd'hui, on est à 37 500 transactions sur un an. Ah oui, quand même. Ce qui est quand même un bon cru. Bien sûr. Ouais. Voilà, donc ça, c'est... Mais je ne réponds pas à votre question. Non, mais ça veut dire que, en fait, si on regarde le marché parisien, il y avait moins de volume, mais des prix qui augmentaient. Et là, comme les prix augmentent moins, on ne va pas dire qu'ils diminuent, ça fait revenir les acheteurs. Ouais, ça fait revenir les acquéreurs, beaucoup d'investisseurs. D'accord. Des investisseurs qui avaient fait des plus-values en bourse assez importantes. Et curieusement, ils n'ont pas acheté des studios de pièces, ils achetaient plutôt des 3, 4, 5 pièces. Ah oui, donc ils ont fait des belles plus-values quand même. Ah, ils faisaient des très belles plus-values. Comment vous savez qu'ils ont fait des plus-values en bourse et qu'ils achètent cash? On leur pose la question. Ouais, d'accord. Oui, okay. Oui. Donc, ils achètent cash ou alors ils font le système où on emprunte et puis on met l'argent de côté en espérant d'être gagnant sur les 2 tableaux. Bon, en tout cas, ils n'ont pas l'angoisse de savoir s'ils vont pouvoir emprunter suffisamment pour acheter un appartement. C'est ce que vous Cela non. D'accord, mais c'est pas l'intégralité. Cela, on va dire, ça va. Oui, cela, ça va, effectivement. Ils sont dans la pierre coffre-fort. On diversifie le patrimoine. D'accord. C'est ce qui s'est un peu passé vraiment. Oui, parce que vous avez dit c'est des investisseurs. Effectivement, ils n'achètent pas pour y vivre. Ouais. Oui, c'est de l'immobilier de conservation. Oui, à Paris, parce qu'en termes de rentabilité, c'est quand même assez faible. Ah, c'est très faible. Ils ne cherchent pas de la rentabilité, ces personnes-là. Non, ils cherchent finalement à placer un argent sûr dans lequel ils diront on ne sera pas lié au soubresaut de la bourse ou d'autres supports de placement. Ça veut dire quoi, Thierry Delsal, que finalement Paris reste toujours aussi bankable pour l'immobilier de conservation et le placement à long terme? Il faut croire, quand on regarde vraiment ce qui s'est passé l'année dernière, oui, et quand on leur pose la question aujourd'hui, ils ne cherchent pas le rendement. Ils cherchent vraiment, ils savent que la pierre parisienne est une pierre de sécurité. Mais j'ai envie de dire que les Français en ce moment, face à l'immobilier, ils ont le même réflexe. Quand ils vont acheter aujourd'hui, ils sont dans une pierre sécurité, pierre refuge, parce qu'ils se disent c'est en fait le seul moyen aujourd'hui de contrer l'inflation. Ouais, donc, et l'histoire leur donne raison. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est sans appel. Sur les 40 dernières années, les performances immobilières sont le solde. C'est le placement anti-inflation. C'est sans appel, mais quand on regarde certains niveaux de prix à Paris, on peut se poser la question de savoir si ça ne peut pas mécaniquement baisser dans les prochaines années, quand on est à 12, 13, 15 000 km. Thierry Delsal, ça ne peut pas finalement monter à ce point-là.
Parce écoutez, qu'on va se retrouver qu'avec des investisseurs titulaires de biens ou propriétaires de biens dans Paris, il oui. n'y aura plus aucun Parisien. Les classes moyennes vont disparaître. Remarquez, elles ont déjà commencé à fuir Oui, Paris. et Paris est une ville de locataires. Il ne faut pas oublier que 60% des Parisiens sont des locataires. Donc aujourd'hui, Paris Mais 60% appartient parce à que- un parc privé, un parc public pour quand même. Oui, mais ils sont pour locataires 25%. par défaut, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder à la Oui, propriété. alors on a constaté qu'en fait, dans les acquéreurs parisiens, 75% des acquéreurs sont déjà parisiens. C'est vrai que pour être acquéreur ou pour acquérir à Paris, il faut déjà avoir, faut commencer en fait, chambre de bonne, studio, 2 pièces. 3 Il faut pièces. faire la culbus. D'accord, ouais, c'est ça, faut- Et oui, il faut. On peut pas acheter sa résidence. On peut principale pas comme ça. acheter 4 pièces d'un seul coup. Ah, ça, c'est D'accord, clair. ok. D'accord. Bon, Bon, très il y a- bien. Bah il y a- oui. il y a Ça un rassure sujet. pas, hein, je reviens sur la question initiale, c'est pas Mais d'accord avec je moi. sais pas, vous habitez un studio à 2 pièces aujourd'hui Bah, pour l'instant à 2 pièces, mais bon. 2 pièces, Il y a un c'est entre sujet. 250 et 300 000 Il y a un sujet. Alors justement, vous avez parlé des prix. J'ai vu dans votre étude, on a fait un petit peu un mapping. On trouve dans des, et ça c'est vraiment très palpable dans votre étude, des prix au-dessous des 10 000 euros du mètre carré. Oui. Alors qu'on s'était clairement habitué à avoir des prix très au-dessus du mètre carré, des 10 000 du mètre carré, puisqu'on trouvait des prix à 10 000 euros du mètre carré dans des quartiers de Paris où on n'aurait jamais imaginé pouvoir acheter ce prix-là. Clairement, ces arrondissements sont lesquels et comment on peut expliquer finalement cette baisse? Est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose qui va, on va dire, corriger avec l'incertitude politique peut-être, l'incertitude aussi de l'inflation et de l'économie, parce qu'on a quand même une rentrée sociale qui est annoncée, qui à mon avis va être musclée. Est-ce que tout ça aura un impact sur les prix des grandes métropoles? Alors, Paris, déjà, il faut comprendre que sur 20 ans, Paris s'est boboisé. Hein, et donc, en fait, vous parliez d'un écart de prix. On parle toujours d'une moyenne. Là, les 10 500 euros, c'est une moyenne parisienne. Oui, bien sûr. Et ça fait longtemps qu'il y a 4, 5, 6 arrondissements qui sont en dessous des 10 000 et qui n'ont pas passé. Lesquels, par exemple, le Il y en a de 18e? moins en moins. Vous quand avez même, hein. 18, 19, 20, le Oui, 12, oui. voilà. Bon, donc, Alors c'est- 18, 19, 20, je peux vous citer des quartiers où on est au-dessus de 10 000, voire au-dessus de 11 000. Mais oui, mais on est c'est sur pas des tout- moyennes. c'est pas tout Mais l'arrondissement, non, c'est vrai. bien sûr, Ouais. c'est des On est sur moyennes. des... Oui, effectivement. Et en fait, il y a 20 ans, l'écart entre l'arrondissement le plus cher, qui était le 6e, et le 19e, qui est toujours le moins cher, c'était du 2,5, l'écart. Aujourd'hui, il est de 1,53. Donc, pour vous dire que C'est ceux qui, considérable. depuis 20 ans, ont le plus monté, là où il fallait avoir investi il y a 20 ans, c'est dans les arrondissements Ben oui, populaires, ben 18, oui. 19, 20. Ben oui, Bien sûr. Parce ben oui. et quand je vous dis que Paris s'est boboisé, c'est gentrifié, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment des écarts. Vous avez des villes où vous investissez, c'est de 1 à 4 encore. Hein, comme à Londres, comme à New York aussi, vous avez des écarts Mais alors, comment considérables. comment on Aujourd'hui, interprète à ça Paris, c'est plus ça. Mais alors, Mais comment parce on que interprète Paris est enfermé dans son périphérique. Oui, non, mais c'est justement, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus j'ai envie de dire, de bonnes affaires à Londres puisqu'il y a un rapport de 1 à 4, ou il y a au contraire, Paris monte globalement, donc ça reste un bon Et investissement Paris aujourd'hui? reste Comment on d'ailleurs l'interprète toujours aussi attractif, on le Ça, voit. en hein, fait, en la Europe. superficie de Paris est petite. C'est-à-dire que quand on parle de Londres, Paris et Londres, c'est simplement deux... comment on les appelle? À Londres, ce sont des boroughs. Enfin, je me souviens plus le terme en français. Des quartiers, non? Ouais, c'est des gros quartiers. Des gros C'est quartiers, comme oui, des bien gros sûr, des quartiers. districts. Oui, oui. C'est Westminster. Et donc, quand on compare Londres et Paris, il faudrait intégrer en fait carrément toute la petite couronne pour être à D'accord. peu près en superficie égale. Donc, en fait, il faut parler du Grand Paris. Et le Grand Paris, quand on intègre toutes Intéressant de parler les du Grand Paris enfin. statistiques. Ouais. Oui, Eh oui. quand on intègre les statistiques du 92, 93, 94, là, on parle plus de la même chose. Et les prix continuent un peu à monter en petite couronne. D'accord. Alors qu'à Paris, c'est stable. Justement, dans votre analyse, vous avez des référents, hein, vous avez des notaires référents dans chaque ville, Oui. dans chaque département. Alors c'est extrêmement intéressant. Je vous encourage vraiment à C'est voir public. ces études. Oui, oui. Elles sont publiques, elles sont en open data. On l'a d'ailleurs téléchargée et on y assiste nous régulièrement à Radio Imo et vraiment vous êtes d'une finesse extrêmement intéressante et ça complète toutes les données actuelles. Alors justement, on observe qu'effectivement, première, deuxième couronne, ça reste une belle alternative pour les familles. Oui. Pour les familles, et on voit en fait qu'ils n'hésitent pas finalement à passer le périph', effectivement. Vous avez raison, quand vous parlez du périph', ça enserre Paris, parce qu'on ne sait pas assez, mais ça je pense que vous le savez, Thierry Delsal, que Paris est la ville la plus dense au monde après Bombay. Donc, Surtout le 11e. voilà, donc c'est absolument, c'est incroyable, mais vrai, et ça étonne toujours. Est-ce que ce mouvement va s'accentuer? Est-ce que tout ça n'augure pas finalement dans votre analyse au fait que de toute façon Paris deviendra le Grand Paris tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire avec la première et la deuxième couronne? Alors là, j'intégrerai pas la deuxième couronne, parce qu'en fait, la deuxième couronne... Vous intégrez... Ah bon? Ah non, la deuxième couronne, pour moi, elle est vraiment... elle réagit comme la province.
Vous voulez dire que ce sera la zone tampon finalement par rapport au Grand Paris? Oui. Puis d'ailleurs, quand on voit le réseau ferroviaire du Grand Paris, parce que c'est ça en fait, ce réseau circulaire du Grand Paris, il y a sur les 60 gares, il n'y a que 5 ou 6 gares qui sont dans la Grande Couronne. Et la Grande Couronne, en tout cas en matière immobilière, aujourd'hui réagit depuis 2 ans exactement comme la province. C'est là où il y a des fortes augmentations de prix. D'accord. Alors que petit à petit, quand on se rapproche du cœur de l'Île-de-France, eh bien, les augmentations du prix sont moins fortes, sauf les maisons petites couronnes. Mais les maisons petites couronnes, c'est tellement un marché à part, tellement un marché restreint que on pourra en parler. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que le Grand Paris se construit parce que les gens n'hésitent plus du tout depuis 2 ou 3 ans à franchir le périph' pour aller investir en petite couronne. Ça y est, c'est fait. Là aujourd'hui, le périph', la frontière du périph', à mon avis, s'est envolée pendant le Covid. Et alors, il était temps. Il était temps, ouais, c'est ça. Oui, parce que ça, c'est plutôt à votre avantage, Sylvain, oui, bien sûr. Merci. Je suis en première couronne. En première couronne, ça va. J'étais avec un de vos collègues là, qui me disait qu'il habitait dans le 18e, et ben ça y est, il était allé habiter Saint-Denis. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il voulait la pièce pour le télétravail, parce que journaliste, ça il vient. en avait marre de faire ses interviews dans sa cuisine avec les gosses à côté. C'est un vrai questionnement. Aujourd'hui, on veut la pièce pour le télétravail, on veut le local à vélo quand on est dans Paris, puisqu'effectivement, les transports, c'est de plus en plus compliqué. Je reviens à ma question initiale sur les quelques secondes qui nous restent. Les prix vont-ils baisser ? Si j'ai bien compris, globalement, Paris, première couronne, non, ça ne baissera pas. Je ne pense pas. Et là, pour plusieurs facteurs, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a envie de déménager. C'est pas encore terminé. Depuis le Covid, vraiment, c'est la planète entière qui déménage. Et vous avez des augmentations à l'étranger de 20%. Donc la France est un pays qui monte, on va dire, qui est à peu près sage. Alors de là à s'attendre à des baisses de prix, je ne crois pas. Alors, surtout pour Paris, où en fait maintenant les étrangers sont revenus. Depuis 1 an, les étrangers reviennent et souvent, quand ils reviennent, ils tirent, même si c'est sur un petit secteur, tout petit secteur du luxe, ils tirent les prix vers le haut. Merci Thierry Delsal, c'est à moitié rassurant, c'est-à-dire que si en fait la complexité c'est d'accéder en fait à la propriété, puis après globalement on est plutôt tranquille de ce que je comprends, en tout cas vis-à-vis de la valeur de son bien. Merci Thierry Delsal, je rappelle que vous êtes notaire à Paris et président de la commission conjoncture immobilière au sein de la Chambre des notaires de Paris. Merci. Mais vous parliez d'avenir, si je peux rajouter quelque chose. Très rapidement. C'est simplement, je crois qu'on va revoir les aides parentales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français ont beaucoup épargné pendant le Covid. Et aujourd'hui, il y a quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est 32 000 euros exonérés, plus 100 000 par parent, par enfant. Et donc, c'est malheureux de se dire que les jeunes ne pourront plus accéder au crédit, au financement des banques. C'est ce qui s'est passé avant. Je vais devoir conclure malheureusement. Allez-y. Effectivement, on pourra en reparler. Effectivement, on voit donc l'aide parentale qui prend le relais peut-être sur un certain nombre de financements. C'est la fin de cette Côte Immo, Sylvain, et on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Merci Nicolas.